plusieurs critères. Il suffit d'avoir un de ces critères pour dire que la personne âgée est dénutrie. Alors, la première chose, c'est la perte de poids. Donc, la perte de poids du patient, si elle est supérieure à 5% après un mois, alors on va considérer que la personne âgée est dénutrie. Donc, cela nécessite de connaître le poids antérieur, bien sûr. Si on ne connaît pas le poids antérieur, on peut poser des petites questions pour avoir une idée si la personne âgée a maigri. Par exemple, lui demander si la ceinture du pantalon est devenue plus large ou si la robe est devenue plus large. Ensuite, on a l'IMC. Donc, la mesure de l'IMC, donc je rappelle, c'est le poids sur la taille au carré. Lorsque l'IMC chez la personne âgée est inférieur à 21, alors c'est important de bien noter le 21 parce que c'est pas c'est pas donc le plus bas de la fourchette qui est de 19 à 25, c'est à partir de 21, on parle de dénutrition chez la personne âgée. Donc ça, c'est le deuxième critère qu'on peut trouver. Ensuite, il y a un critère biologique qui est l'albuminémie. Donc, on va mesurer l'albuminémie de la personne et si cette albuminémie revient inférieure à 35 grammes par litre, on va aussi avoir un autre critère de dénutrition. Donc, si l'albuminémie revient inférieure à 30, on sera dans une dénutrition sévère. L'albuminémie, il faut quand même faire un dosage de la CRP en parallèle parce que s'il y a un syndrome inflammatoire, elle ne sera pas interprétable. Voilà. Et le dernier critère, c'est le mini nutritional assessment qui est noté sur 30. Et si le score est inférieur à 17 sur 30, on parle de dénutrition. Et en fait, dans la pratique courante, alors le mini nutritional assessment, c'est un peu compliqué de le faire en cabinet. Il faut vraiment le faire plutôt par un diététicien parce que c'est un long questionnaire, il y a 30 items. On a un mini nutritional assessment court qui comporte seulement 6 items qu'on peut faire plus facilement, mais bon, c'est quand même un peu plus long. Donc, en pratique quotidienne, on va dire que c'est vraiment la prise du poids. La prise du poids, il faut la faire chez un patient complètement déshabillé, sans chaussures et avec une balance, si possible, calibrée et toujours avec la même balance. Alors, on a quelques outils supplémentaires. Certains médecins sont équipés. On a des balances impédance métrique maintenant qui peuvent aussi nous donner le pourcentage de masse maigre et le pourcentage de masse grasse. Et si on fait la mesure régulièrement sur la même balance, on pourra suivre la perte de masse musculaire. Donc, on va dire que c'est un outil qu'on peut utiliser en plus pour appuyer le diagnostic. Une personne âgée dénutrie, bon, évidemment, il y a beaucoup de conséquences. Je vais commencer par la première qui me semble être vraiment la plus importante, c'est la perte de masse musculaire et donc la perte de force qui peut aller jusqu'à la sarcopénie et qui fait perdre souvent l'autonomie du patient et qui est à la source de problèmes de chute avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir après une chute. Donc ça, on voit ça vraiment régulièrement, des personnes âgées qui ont perdu du poids, soit à la suite d'un stress aigu, d'une maladie aiguë. Donc ça peut être vraiment brutal et la personne âgée n'a pas réussi à compenser juste après cet épisode aigu. Et donc là, c'est important de vraiment le dépister parce qu'il peut y avoir des conséquences après donc, sur sa vie quotidienne. Et puis, il y a sinon les conséquences un peu plus, on va dire, cachées. La baisse immunitaire, c'est qu'on va avoir une personne âgée qui va être beaucoup plus sensible aux infections. La dénutrition, elle augmente le risque infectieux, donc on va avoir plus de risques notamment d'infections respiratoires ou d'infections urinaires, par exemple. Elle augmente globalement le risque de mortalité, le risque d'hospitalisation. Si c'est une personne âgée qui prend beaucoup de médicaments, qui est polymédiquée, on va avoir plus de risques de toxicité de ces traitements. Et puis, voilà, il y a aussi le risque la diminution de la cicatrisation, c'est-à-dire qu'une petite blessure peut facilement tourner en escarre.
Donc, il y a quand même pas mal de choses. Alors après, il y a aussi le côté un peu plus psychique. La dénutrition, elle peut entraîner aussi des troubles psychiques qui peuvent aller jusqu'à la dépression et parfois même des troubles démentiels qu'il faut arriver à dépister. Euh, En général, quand il y a dénutrition, il y a aussi souvent déshydratation. Et donc, il faut y penser si jamais on a un patient qui vient avec des troubles psychiques, que ça peut être lié aussi aux troubles alimentaires. Premier conseil que je donne, c'est en général, alors les personnes âgées ont une idée complètement fausse qu'en grandissant et en vieillissant, il faut manger moins. Elles ont tendance à toujours un peu diminuer, à manger moins de viande, à manger moins de féculents, à aller manger que des légumes. Euh, alors, c'est une idée complètement fausse parce qu'en fait, avec le vieillissement, ben, au contraire, les besoins augmentent. Et à niveau d'effort physique égal, on va avoir 20% de plus de besoins énergétiques. Donc, les besoins énergétiques de la personne âgée, les apports énergétiques ne devraient jamais être en dessous de 1500 kilocalories par jour. Donc, ça correspondra à peu près à 30 kilocalories par kilo par jour. Donc, ça veut dire que, et dans cet apport calorique, il faudrait au moins 50% de glucides. Donc, il ne faut surtout pas enlever les féculents, les pâtes, le riz, etc. Il faut vraiment insister auprès des personnes âgées pour qu'elles gardent leur apport protéique et les encourager à manger de la viande blanche, de la viande rouge, du poisson si on digère un petit peu moins la viande, des œufs. Il faut des produits laitiers, du fromage. Donc, il faut garder un apport protéique suffisant. Un apport protéique qui doit être entre 1 gramme et 1,2 gramme par kilo de poids corporel. Donc, il faut quand même qu'il y ait un apport suffisant. Et il ne faut pas hésiter si on voit que le patient a perdu du poids ou qu'il est en train de perdre du poids, à mettre en place un conseil diététique pour que la personne lui donne des conseils autres que ce que les voisins ou l'entourage aura pu donner, qui n'est pas forcément euh, correct. Et le conseil diététique permettra même de mettre en place des compléments nutritionnels oraux si la personne a du mal à s'alimenter. Alors, euh, il faut aussi vérifier, enfin, conseiller aux personnes âgées si elles ont des problèmes bucco-dentaires, un appareil dentaire qui est mal adapté ou des problèmes de gencives, d'aller se faire traiter parce que si elles ne peuvent plus mastiquer, automatiquement elles vont moins manger ou s'il y a des douleurs à la mastication. Après, il y a tout le vieillissement du tractus digestif qui fait qu'il y a pas mal de choses qui apparaissent avec l'âge, donc des troubles de la déglutition, des fois on a moins de salive. Donc, il faut aussi pouvoir conseiller d'aller consulter un orthophoniste si on a des troubles de la déglutition et aussi toujours un conseil diététique pour pouvoir adapter la texture, la consistance, le goût des aliments de manière à faciliter la prise alimentaire. Et puis, donc après, alors les conseils, si jamais la personne est un peu moins autonome, elle a des tremblements, ou elle a du mal à tenir ses couverts, ou elle a du mal à s'alimenter, bien sûr, il faut absolument voir avec cette personne-là qui va pouvoir l'aider à s'alimenter, peut-être à découper les aliments. Donc, en fait, c'est vraiment global, hein. Les conseils, c'est au cas par cas, en fonction de ce qu'on constate à la consultation, mettre en place l'aide et le support de soutien. Alors, la dernière chose, c'est aussi l'activité physique. Parce que c'est vrai qu'on a aussi tendance à, les personnes âgées, à partir de 60 ans, même des fois même plus jeunes, mais vraiment à partir de 60 ans, diminuent l'activité physique souvent, n'en font plus. Et en fait, c'est le contraire, il faut vraiment garder une activité physique. Alors, il faut qu'elle soit adaptée, bien sûr, en fonction des pathologies qui sont à côté. Il y a des tests à faire pour voir si le patient peut supporter telle ou telle activité physique et que l'activité physique soit adaptée à ces pathologies, s'il y a des pathologies arthrosiques ou s'il y a pathologie cardiaque. Mais il faut garder une activité physique. On ne peut pas parler de nutrition sans associer alimentation et activité physique.
Et le but final, évidemment, c'est de garder l'autonomie le plus tard possible, le plus longtemps possible, et le meilleur état de santé, c'est-à-dire vivre âgé et avec un minimum de handicap.